Il est 8h15 sur studiocalita.com. Nous sommes heureux d'accueillir dans notre studio le docteur Simi Epstein. Simi Epstein, bonjour. Bonjour. Boker Tov, merci d'être venu de si tôt dans notre studio pour parler ce matin d'un événement historique marquant dont on commémore aujourd'hui le centenaire, puisqu'il s'agit de la déclaration Balfour. Alors la première question que je vous pose, c'est historiquement, qu'est-ce qui a conduit à cette déclaration de Lord Arthur Balfour? Pourquoi Balfour a écrit cette déclaration adressée à Lord Rothschild? Dans quel contexte on se trouve à l'époque? Alors, il y a deux facteurs. Il y a un facteur moins important, mais qui a quand même joué un rôle, c'est que Balfour et la classe politique anglaise connaissent la Bible. Et donc, pour eux, l'idée que les Juifs ont un rapport avec Jérusalem ou avec Sion n'est pas une idée absolument aberrante, c'est au contraire une idée qui leur paraît tout à fait naturelle. Mais la raison fondamentale est une raison de type stratégique. L'Angleterre et la France sont à la recherche du soutien juif en 1917, du soutien du peuple juif. On est en pleine guerre mondiale. On est en pleine guerre mondiale. Les deux camps sont absolument exténués. On considère que les Juifs sont une force dans deux pays critiques. Un, c'est les États-Unis, où les Juifs sont déjà importants et nombreux, ils sont plusieurs millions. L'autre, c'est la Russie, où les Juifs sont plusieurs millions aussi. On veut que la Russie reste en guerre du côté des Anglais et des Français, et on veut que les États-Unis entrent en guerre du côté des Anglais et des Français. Et on pense que les Juifs auront de l'influence sur cette question. Et Chaim Weizmann, qui est donc le chef du mouvement sioniste en Angleterre et qui va devenir le chef mondial du mouvement sioniste, utilise cet argument pour dire si vous voulez la sympathie des Juifs pour la cause franco-anglaise, eh bien, il faut leur donner quelque chose. Et ce quelque chose que je vous propose de donner, dit Chaim Weizmann à Balfour, c'est précisément la Palestine dans laquelle vous êtes en train d'entrer maintenant. C'est ça. Alors parce qu'il faut resituer, tous ces événements sont commémorés en ce moment en quelques jours. Est-ce que les Britanniques sont déjà rentrés en Palestine? Est-ce qu'ils ont déjà conquis la Palestine ou c'est juste avant? Parce qu'on a parlé hier de la bataille de Beersheba, c'est vraiment... C'est juste au même moment. Absolument. C'est au moment où les Anglais ont franchi le Sinaï et où ils entrent en Palestine. Et il y a la bataille de Beersheba et Jérusalem sera prise en décembre. Donc, c'est tout le sud de la Palestine qui va tomber aux mains des Anglais. Et donc, c'est le moment absolument critique pour Chaim Weizmann et pour Balfour. Et un autre point, ce que Balfour annonce, c'est une déclaration du gouvernement, c'est pas sa propre opinion. C'est une décision du gouvernement britannique que Balfour transmet à Lord Rothschild. Lord Rothschild sert ici d'intermédiaire. Si avec Weizmann. Mais le véritable interlocuteur, c'est Weizmann, représentant le mouvement sioniste, et même, on peut dire, dans l'esprit des Anglais, le peuple juif tout entier. Oui. On a parlé de cette déclaration comme la première véritable victoire du mouvement sioniste, c'est vrai, c'est ça? La première victoire diplomatique du mouvement sioniste, parce que la déclaration Balfour est d'abord précédée d'une déclaration française moins connue, qui est la déclaration Cambon en juin 1917. Qui dit quoi? Qui dit qu'on reconnaît le lien du peuple juif avec la Palestine, et qui ajoute que le peuple juif a beaucoup souffert et que ce serait bien qu'il soit reconnu comme une nationalité. Mais ce qui est très important avec la déclaration Balfour, c'est qu'elle est suivie d'une multitude de déclarations d'abord de tous les pays alliés et de tous les mouvements alliés. C'est intéressant. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le gouvernement de Sa Majesté qui reconnaît, mais qui est lui-même en tant que tel l'Empire britannique extrêmement puissant à l'époque, mais c'est presque une sorte de société des nations, une sorte d'ONU de l'époque qui reconnaît. C'est immédiatement après la déclaration Balfour la reconnaissance par les gouvernements alliés, la France, l'Italie, ou des mouvements nationaux alliés, la Serbie, et y compris des pays auxquels on ne pense même pas. Le Japon, qui est allié de l'Angleterre, fait une déclaration où il souscrit à la déclaration Balfour. La Chine, qui est aussi alliée, elle fait partie de ça. Il y a des déclarations de personnalités chinoises qui disent « oui, on soutient la déclaration Balfour ». C'est international. Et ça va se retrouver dans la Société des Nations, qui sera créée après la Première Guerre mondiale, l'ancêtre de l'ONU, qui, dans une déclaration de 1922, là, au moment où elle
entérine le mandat britannique sur la Palestine, reconnaît le droit du peuple juif ou reconnaît le lien du peuple juif avec la terre de Palestine. Alors, disons qu'il y a là, de la part des Britanniques, un intérêt, on va dire, stratégique, mais ponctuel, puisqu'on est en pleine guerre, il faut remporter la guerre. Après cela, à partir du moment où il y a la victoire de novembre 18, il y a les accords internationaux, le traité de Versailles, etc. Quelle est la position? Est-ce que l'on sent d'un coup que les Britanniques changent leur fusil d'épaule, ou alors finalement cette déclaration, elle a toujours son impact dans les nations? Alors, elle a son impact dans les nations. Les Britanniques, au départ, pensaient que l'espace qu'ils venaient de conquérir, qui est en fait la chute de l'Empire ottoman et Oui. tous ces espaces, que les Britanniques pourraient très bien coordonner l'existence d'un mouvement national juif et le nationalisme arabe qui était en pleine émergence. Et donc, pour les Britanniques, au début, il y avait cohérence. Il y avait de la place pour les deux peuples. Il y avait de la place pour les deux peuples. Pas le peuple palestinien, on parle du peuple arabe oui, bien sûr. dans sa totalité. Oui, on va y arriver là. Personne ne parle du peuple palestinien à l'époque, on parle des Arabes. Et c'est ça qui conduit à l'accord qui est passé entre le roi Faisal d'Arabie et Chaim Weizmann, qui est en fait le premier traité de paix judéo-arabe qui est signé à Aqaba entre Chaim Weizmann et le roi Faisal d'Arabie qui promet une coordination, une coopération, coexistence entre les Juifs et les Arabes. Donc, du point de vue des Anglais, au début, il y a une idée assez optimiste Les problèmes commencent à partir du moment où le nationalisme arabe en Palestine, on ne dit pas les Palestiniens, mais commence à protester contre l'immigration des Juifs. Et on est dans les années 20. On est dans les années 20. Et avec les premiers troubles qui éclatent en 1920-1921 et qui après vont être encore plus graves en 1929. Et là, les Anglais vont essayer, en essayant d'établir un équilibre entre les deux mouvements ou entre les deux communautés, vont instaurer quelque chose qui, pour les Juifs, sera absolument catastrophique, à savoir que l'immigration en Palestine ne sera plus libre, elle dépendra d'une régulation très stricte qui, en fait, va s'avérer catastrophique pour les Juifs dans les années 30. C'est le livre blanc. C'est le livre blanc. C'est le précédent. C'est ce qui précède le livre blanc. Le préambule au livre blanc. Le préambule au livre blanc qui est instauré en 29. Il y a de nouveau une crise en 1930. Et le summum, bien entendu, sera le livre blanc de 1939 qui réduit de manière absolument effroyable l'immigration juive au moment où les Juifs du monde entier en ont besoin plus que jamais. Parce qu'on est à la veille de la Shoah et les Juifs d'Europe veulent quitter l'Europe désespérément et la Palestine va se retrouver fermée. Et alors, à partir de ce moment-là, on va dire vers le milieu des années 20, les Britanniques comprennent qu'ils ont créé eux-mêmes, d'une certaine manière, un problème. Oui, non, ils cherchent à le résoudre de la manière suivante. Et c'est ce qui va caractériser les années 20 et 30. Quand il y a le calme entre les Arabes et les Juifs, les Britanniques, en gros, ouvrent les frontières par des mécaniques, les frontières aux Juifs. C'est pour ça que beaucoup de Juifs pourront faire leur alia en 1933, 34, 35. C'est une période de calme. Dès qu'il y a des troubles, c'est-à-dire dès que les Arabes prennent l'initiative de violence contre les Juifs, immédiatement, automatiquement, les Anglais ferment les frontières. À partir de 36, bien sûr. Les Anglais ferment les frontières. Et donc, au total, les Anglais, d'une part, ont été très positifs pour le développement du sionisme, parce qu'ils ont créé une base qui a permis aux Yishuv de grandir et de se développer et de se moderniser aussi. Ils ont modernisé le pays sous beaucoup d'aspects. L'électricité, un système de loi qui est un système de loi de type moderne et démocratique, absolument. Mais de l'autre côté, les Anglais ont tenu à faire la part égale avec le nationalisme arabe qui émergeait sur le sol même de Palestine. Et le résultat a été pour les Juifs catastrophique, à savoir la fermeture de l'immigration. Alors, un point important, dans cette déclaration Balfour est mentionné le droit aux communautés minoritaires de vivre, de respecter leur propres traditions, etc. Et cela suffit aujourd'hui, 100 ans après, à dire que finalement, et c'est un peu ce qu'a dit, ce que devrait dire ce soir Theresa May à Binyamin Netanyahou lors de cette soirée de gala qui doit commémorer justement le centenaire de la déclaration Balfour, c'est-à-dire il y a la déclaration Balfour mentionne aussi le droit des Palestiniens. Est-ce que historiquement, c'est vrai,
ou c'est on va dire un rattrapage de l'histoire aujourd'hui, 100 ans plus tard, de dire que les Anglais aussi pensaient aux Palestiniens lorsqu'ils ont déclaré ce droit du peuple juif à un foyer juif. Oui, c'est une fausse interprétation de l'histoire et c'est évident que les antisionistes l'utilisent depuis toujours. Dans la déclaration de Balfour, il y a deux communautés auxquelles on ne veut pas toucher. Donc on dit d'une part les non-juifs qui vivent en Palestine et d'autre part les juifs de la diaspora. Oui. Bon, alors, dans les deux cas, l'idée était que on ne doit pas toucher à leurs droits, mais la déclaration porte sur la création d'un foyer national juif en Palestine. C'est-à-dire, c'était deux espèces de sauvegarde, si vous voulez. Ça n'impliquait pas du tout la reconnaissance d'un peuple palestinien qui n'existait pas à l'époque, qui existe aujourd'hui, qui va se former au fur et à mesure de l'histoire, mais qui n'existait pas aujourd'hui. Alors, un mot sur l'impact de cette déclaration dans le monde juif, justement, dans le Yishuv et dans le monde juif. Je lisais un article dans lequel on disait que dans le Yishuv, on comptait, à partir de la déclaration Balfour, les événements par rapport à la déclaration Balfour. En 1 de la déclaration Balfour, en 2 de la déclaration Balfour, c'est le reflet d'une importance de cette déclaration. Quel est l'impact dans le Yishuv et dans le monde juif? Alors, le Yishuv est tout petit à l'époque. Il y a une partie du Yishuv a été déportée en Égypte. Et une partie du Yishuv a été déportée en Égypte. Et donc, le Yishuv compte relativement peu sur cette question. Ils sont contents de voir que les Anglais arrivent. Bon, ils sont contents, en gros, que les Anglais arrivent. Mais le peuple juif, et ça, je l'ai lu moi-même, mais il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, le peuple juif salue la déclaration Balfour comme la reconnaissance internationale du mouvement national juif. Le peuple juif, ça veut dire des meetings absolument gigantesques dans les grandes communautés juives, partout. Si vous lisez la presse juive de tout... Alors que, si je ne me trompe pas, les juifs britanniques étaient plutôt réticents. Non. Une partie était réticente. Il y a certains élus britanniques qui ont freiné Balfour. Oui, vous avez absolument raison. Une partie était réticente parce que... idéologiquement, ils s'opposaient, si vous voulez, à l'idée de nationalité juive et à l'idée de nation juive, mais une partie est absolument heureuse et une partie est absolument contente. Et la déclaration Balfour est saluée dans le peuple juif tout entier, y compris dans les communautés les plus lointaines, comme étant la reconnaissance internationale. N'oubliez pas qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a toute une série de peuples qui renaissent en Europe, sur la chute de l'Empire austro-hongrois, la chute de l'Empire ottoman. Et les Juifs ont le sentiment de faire partie de cette renaissance nationale, même si pas tout le monde est sioniste au sein du peuple juif, mais tout le monde est content qu'il y ait une reconnaissance internationale. Je lisais aussi une interprétation d'un des rabbins orthodoxes, ultra-orthodoxes de l'Aïda Haredite à Jérusalem à l'époque de la déclaration Balfour, qui disait, de manière assez pragmatique, comme ça, il disait en fait, les Britanniques ont un intérêt à faire venir des Juifs ici pour que cette terre puisse prospérer et qu'elle puisse rester sous leur contrôle. C'est-à-dire que leur intention n'était pas de créer un État juif ici ou de proposer la création d'un État juif, mais justement de consolider la présence britannique sur la terre avec la présence de Juifs qui la ferait fructifier. C'est pas tout à fait farfelu. C'est pas tout à fait farfelu. C'était un des arguments secondaires. Rav Chaim Sonnenfeld. Oui, c'était un des arguments secondaires pour lesquels les Anglais disaient comme ça on aura une bonne population qui va développer le pays. Mais c'était pas fondamental. Oui. Dans la décision britannique est fondamentalement stratégique. Elle est fondée sur l'idée qu'il vaut mieux dans cette guerre dure et lourde avoir le peuple juif à nos côtés qu'avoir le peuple juif neutre ou contre nous. Alors une dernière question, Simi. Avec le recul du temps, ce centenaire, quelle est la part de la déclaration Balfour dans la création de l'État d'Israël? Comment la mesurer? La déclaration Balfour a donné au Yishuv 30 ans, avec tous les défauts et toutes les limitations, 30 ans d'une structure qui a permis au Yishuv de passer d'un petit Yishuv, qui était le petit Yishuv de la fin de la Première Guerre mondiale, jusqu'à un Yishuv qui était assez fort en 1948 pour... D'abord, il était organisé politiquement, organisé économiquement, organisé socialement, et surtout capable de résister militairement à l'agression des pays arabes au moment de la création de l'État. C'est-à-dire, fondamentalement, c'était un rôle positif. Socle. Absolument. Le socle qui a permis au Yishuv d'être assez fort pour se transformer en État.
Eh bien, Simi Epstein, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur l'historique de cette déclaration Balfour, sur ses répercussions, donc la création de l'État d'Israël 30 ans plus tard. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur studiocalita.com et bonne journée. Voilà, nous allons marquer une petite pause et on retrouve dans quelques instants Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire, qui aurait bien aimé parler aussi de la déclaration Balfour, mais elle va trouver un autre sujet aussi important.